pour commencer notre prochain grand témoignage autour des enjeux de la cybersécurité pour les socioprofessionnels et les institutionnels du tourisme. Vous le savez, hein, nouveau mode de distribution, vente en ligne, avènement des OTA ces dernières années, des plateformes entre particuliers qui ont durablement modifié nos activités, personnalisation de l'offre et de la communication, développement du tourisme via téléphone portable. Maintenant, le téléphone portable est devenu un compagnon de voyage. Gestion de l'e-réputation, là aussi un enjeu très important, autant de bouleversements qui nous ont tous amenés à changer nos pratiques et nos métiers ces dernières années. Tous ces bouleversements, bien sûr, ils nous ont à la fois permis de démultiplier nos possibilités d'action, mais également, ils nous ont rendus hautement dépendants de l'outil numérique. Or, quand tout va bien, les outils numériques sont merveilleux et nous permettent justement de développer notre activité, mais ça devient vite un cauchemar quand on est confronté à des enjeux de cybersécurité. Et le tourisme n'est pas un secteur épargné. Piratage de sites web, hameçonnage, vol de mots de passe, voire demande de rançon contre ces mots de passe. Les cyberattaques se multiplient, elles se multiplient au sein des organismes de gestion des destinations, elles se multiplient aussi chez nos socioprofessionnels. Nous-mêmes, au CRT, nous avons été impactés par une cyberattaque il y a quelques mois, et c'est avec cette prise de conscience des enjeux qu'on pensait aujourd'hui utile de pouvoir discuter avec vous de ces enjeux-là et surtout vous alerter. C'est à ce titre, Didier Spella, que nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous êtes président de Mirat Dénéride et expert en cybersécurité. Vous allez nous éclairer et nous donner quelques idées et bonnes pratiques pour se prémunir de ces risques. Merci à vous. Merci de cette introduction et bien sûr, bonjour à toutes et à tous et bonjour surtout aux hautes autorités de la région et du département et de nous accueillir ici. Alors, je dirais déjà par votre introduction, vous avez brossé un tableau rapide mais assez juste et on va essayer un petit peu de se poser la question. Et bien, face à tous ces risques, comment je pourrais me positionner? Alors, ce qui était intéressant ce matin, et je profitais pour faire le lien, c'est que quand on a parlé RSE, bien en fait, on va se rendre compte que pour traiter des problèmes de cybersécurité, il faut avoir une démarche RSE, il faut avoir une démarche de responsabilité sociétale, parce que là aussi, la sécurité, même si on parle beaucoup aujourd'hui de solutions techniques, la majorité des solutions, c'est des solutions organisationnelles. Alors, on va poursuivre. Bon, je vous ai préparé un petit programme, on verra si on le suit, c'est toujours l'avantage du déroulé. Ce qui est le plus intéressant, c'est surtout de faire des interactions avec vous. Et donc, au-delà de me présenter, mais pardon, ça va plus vite. Alors déjà, ce qui m'a rassuré, c'est qu'une personne dans la salle m'a regardé et m'a dit, tiens, c'est bien vous. Donc déjà, la photo est d'actualité. Parce que des fois, c'est un peu le décalage qu'on peut avoir. C'est qu'il y aura une personne qui est affichée, puis on voit quelqu'un d'autre arriver, on dit, c'est qui? C'est moi. Ah bon. Et ça, on pourra l'avoir de plus en plus dans le numérique. Ça peut être des attaques de numérique parce que justement, avec la reconnaissance faciale, on peut modifier aussi votre visage de manière très simple. Donc là, j'ai l'avantage que ma présentation n'a pas été modifiée par l'équipe des CRT, donc c'est bien moi qui vous parle aujourd'hui, Didier Spella. Donc vous avez rapidement ma fiche avec toutes mes références. Alors, on ne va pas les énumérer, mais je veux dire, j'interviens, c'est avec un réel plaisir. Je dois reconnaître que la cybersécurité est un régal, si l'on peut dire aujourd'hui, pour les acteurs de la cybersécurité, notamment, je vous dis, sur cette approche sociétale. Alors, bien sûr, c'est toujours délicat, après une petite pause gastronomique, de se dire maintenant, il faut tenir les gens éveillés, parce que on est tous pareils, on est bien assis. Et donc, je vais vous proposer un petit quiz. Alors là, j'ai le soutien de la région et du département, parce que je vais vous proposer un petit quiz à 1 000 milliards de dollars. Vous voyez, celui-là, après, celui qui a gagné, vous pouvez monter quand même un centre touristique assez intéressant. Et ce quiz, vous voyez, à 1 000 milliards de dollars, et bien voilà, qui a multiplié son chiffre d'affaires par 1,7 entre 2019 et 2020, qui est présent dans la moitié des entreprises et qui innove tous les jours. Une seule réponse, bien sûr, est tolérée.
Eh bien non, c'est la cybercriminalité. La cybercriminalité double son chiffre d'affaires quasiment tous les ans, d'accord, et présent bien sûr dans la moitié des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales. C'est bien le problème qu'on a. Et donc, bien sûr, tout ça nous amène à nous poser différentes questions. Quand vous voyez les chiffres, hein, c'est des chiffres exorbitants, donc on est à 2000 milliards pour l'année dernière, que nous offre 2022. On verra, mais ça progresse parce qu'on verra pourquoi aujourd'hui, bien sûr, il est plus intéressant de faire une attaque cyber que de faire une attaque, je dirais, de criminalité analogique. Aujourd'hui, les banques, tout est numérisé dans les banques. Il y a eu encore quelques mois, quelques farfelus, gangsters, sûrement apprentis, ont attaqué un fourgon blindé sur l'autoroute A6. Donc, ils ont fait ouvrir le fourgon blindé. Le fourgon blindé était vide. Les gendarmes les ont bien sûr appréhendés, mais on a presque rigolé. On a dit, mais attendez, arrêtez d'attaquer des fourgons blindés. Il n'y a plus d'argent dans les fourgons blindés. Les banques n'ont plus d'argent. Tout est dématérialisé. Et c'est valable aussi, bien sûr, pour toutes les activités. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est se poser quelques principes. On va essayer déjà de démystifier un petit peu cette cybersécurité, cette cybercriminalité, parce que bien souvent, déjà, le terme cyber fait un peu peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi? Alors, bien sûr, de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est déjà sur une problématique assez simple. Hein, c'est qu'on doit faire la sécurité des systèmes d'information. Ça n'a pas changé, mais si on parle de cybersécurité, c'est toujours la sécurité du système d'information. Et donc là-dessus, bien sûr, on a été amené à développer la cybersécurité. Et c'est là que la chose devient intéressante, c'est qu'au-delà des outils informatiques que vous avez l'habitude de manipuler, vous voyez bien que dans votre activité, maintenant, vous manipulez de plus en plus ce qu'on appelle des outils connectés, c'est-à-dire des objets numériques, et on va le voir, qui présentent les mêmes propriétés que les outils numériques, mais en fait qui sont autant de failles, et c'est pour ça que la cybercriminalité explose, parce que tous ces outils connectés font autant de failles sur le système, et donc accroissent votre vulnérabilité, ce qu'on n'avait pas avant, où il suffisait de protéger son ordinateur ou son micro-ordinateur, et ça suffisait. Aujourd'hui, je veux dire, tous les objets sont connectés. Les caméras, on parle de caméras vidéo, les caméras ne sont plus vidéo. Les caméras sont des outils connectés. Et récemment, vous avez peut-être entendu en parler dans la presse, un constructeur de caméras s'est fait pirater ces systèmes, et donc 5000 caméras qui avaient été installées ont été piratées par cette personne, par ce cybercriminel. Et donc, comme c'est un outil connecté, il est connecté à votre système d'information, et donc une fois que je suis rentré sur la caméra, bien, je rentre dans tout votre système d'information. Et on voit bien que dans les activités du tourisme, j'avais eu l'occasion d'en parler déjà il y a 3 ans sur une conférence organisée par la FNOR sur justement tout ce qui était tourisme de plein air. Aujourd'hui, les outils connectés sont pléthores dans tous les établissements touristiques pour plein de bonnes raisons, et sont pléthores aussi, bien sûr, dans toutes les institutions, les organisations qui gèrent le tourisme. On va voir aussi que vous avez une double problématique dans le tourisme, c'est-à-dire déjà, contrairement à certaines entreprises ou certaines activités, vous devez gérer la protection de vos données, mais vous avez aussi une problématique, c'est que vous êtes amené à protéger les données de vos clients. Et ces clients ont une particularité, contrairement à d'autres clients dans d'autres activités, c'est que ces clients, quand ils viennent dans une activité touristique, ils viennent pour se détendre. Donc, on va se prendre en photo, on va faire des selfies, on va essayer de contourner aussi, parce qu'il y a un petit truc là, qui nous compte, bon, on va s'amuser, on est là pour être détendu, on n'est pas là pour respecter toutes les règles, etc. Et c'est à vous de gérer ça. En plus, bien souvent, vous vous retrouvez opérateur de service, parce que pour vivre avec son temps, comme on dit, vous fournissez maintenant des accès Wi-Fi. Et ces accès Wi-Fi, c'est vous qui en êtes responsable si le client se fait pirater. Donc, il faut revoir tout ça dans sa logique et dans sa globalité. Alors, pour comprendre un peu à quoi on a affaire, je vous ai un petit peu modélisé globalement les 4 paradigmes qui constituent tous les outils connectés qu'on va avoir sur la planète. Aujourd'hui, on parle à peu près de 30 milliards d'outils connectés. On a sûrement dans la salle qu'on des montres connectées. Au-delà du téléphone, non? Oui, montres connectées, voitures connectées, robots connectés. On a eu des attaques, pour faire une petite discrétion. Madame Michu, il n'y a pas si longtemps que ça, a eu son robot ménager qui lui a parlé pendant qu'elle était en train de faire une recette. Une forme d'attaque. On a eu le cas aussi du fameux
frigidaire Samsung connecté qui a donné lieu à une cyberattaque. Voilà. Les agglos se sont fait attaquer par leur système de contrôle de chauffage, qui maintenant est un outil connecté. Alors, comment on arrive à ça? Eh bien, de manière simple, on peut dire que tout outil connecté respecte ces 4 paradigmes. Et vous allez voir, on va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit ce matin. D'abord, le premier paradigme, c'est l'électricité. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais il faut le rappeler, eh bien, tous ces outils fonctionnent à l'électricité. Donc, ils consomment de l'électricité. Et ils profitent aussi, bien sûr, de toutes les propriétés que offre l'électricité alternative, hein, tous ces rayonnements qui nous permettent en ce moment de voir et de contrôler son téléphone pendant que je pose. Ben, c'est grâce aux propriétés de l'électricité, sinon je ne pourrais pas. Rappelez-vous, il y a quelques années, je veux dire, les téléphones étaient des téléphones à fil, certes, ils bruitaient d'électricité, mais il n'y avait pas de rayonnement. Il fallait que je sorte de la salle, que je décroche mon téléphone à fil. Là, aujourd'hui, n'importe où, n'importe quand, je peux contrôler mes SMS, mes mails, etc. Et ça, je peux le faire. Pourquoi? Parce que dans la salle, on a une borne sûrement Wi-Fi, vous êtes connecté par le Wi-Fi, c'est un rayonnement, d'accord? Et donc, tout le monde accède à ce Wi-Fi. Et c'est là aussi que ça devient dangereux, c'est que par ce Wi-Fi, ben, je peux accéder à son téléphone. Et oui, il ne pense pas, mais je peux prendre la main sur son téléphone. Donc, il ferait mieux de m'écouter. J'étais en train de me connecter au micro. Ah. On verra ça, on vérifiera tout ça tout à l'heure. Alors, donc, ça c'est je dirais, le premier paradigme, l'électricité. Et vous voyez bien aussi, on rejoint un petit peu ce qu'on a commencé un petit peu à développer ce matin sur la RSE, c'est-à-dire qu'on pense que d'ici quelques années, la moitié de la consommation électrique sera par ces outils connectés. Donc, imaginez un petit peu ce que ça va représenter après pour le reste. Je ne parle pas des voitures, etc. Je ne parle que des outils connectés. Il faut savoir aussi que l'électricité, hein, vous voyez bien que vous mettez votre téléphone dans la poche, là, ça chauffe. Hein, globalement, là aussi, c'était notre ami Lavoisier qui nous disait l'énergie, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que quand je consomme globalement 1 kW d'électricité, je vais faire ça, je vais dégager 1 kW de chaleur. Hein, c'est pour ça que le téléphone chauffe. Et donc, bien sûr, j'ai toujours la double problématique d'à la fois de consommer de l'électricité, de dégager de la chaleur. Et pour bien sûr réduire cette chaleur, il va falloir que je consomme encore de l'électricité pour rafraîchir cette chaleur. Vous voyez un petit peu, entre guillemets, ce cercle vicieux. Donc, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte très rapidement. Le deuxième paradigme qui va nous intéresser, c'est le côté architecture. De manière très symbolique, bien, tous ces petits appareils, au-delà d'avoir un organe d'entrée et de sortie, d'un petit organe de calcul, ils ont une mémoire. Ils ont une mémoire et cette mémoire, de moins en moins, on peut la contrôler. Je dirais, c'est un peu comme quand vous allez au restaurant, vous commandez une caille farcie, vous voyez bien la caille, mais dans la farce, on vous dit il y a des champignons, il y a... Ouais, bon, si vous dites qu'il n'y a pas de mauvaise chose, je veux bien, mais globalement... Et tous nos appareils, je veux dire, aujourd'hui, vous les prenez, vous les installez, vous les faites tourner, qu'est-ce qu'il y a dans cette mémoire? Et bien sûr, cette mémoire, une fois que j'ai pris la main sur votre appareil, je vais l'utiliser. Hein, on aurait très bien pu, par exemple, prendre la main sur votre téléphone et que j'y implante des logiciels. Quand on parle de logiciels malveillants, je vais l'implanter sur la mémoire à votre... Bien sûr, sans que vous vous en rendiez compte. Après, le troisième paradigme qui est intéressant, qui explique aussi beaucoup de choses, c'est la communication. Alors, ce que j'ai mis entre parenthèses IP, parce que c'est le fameux protocole TCP/IP, que vous connaissez peut-être un petit peu comme ça de nom. Alors, c'est un protocole qui présente le gros avantage d'être un protocole qui m'assure une très bonne disponibilité des réseaux. C'était pour ça qu'il a été conçu par les Américains. C'est un protocole très simple, très peu gourmand. C'est pour ça que grâce à ce protocole TCP/IP, je peux avoir des outils connectés, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de ressources. Et donc maintenant, sur une petite caméra GoPro, je suis capable à la fois de l'avoir sur la tête et d'être relié avec mon ordinateur pour faire des images pendant que je fais des traversées sur l'Hermione, quand elle l'avait fait en 2015. Et là, je filme tout ce qui se passe à bord. Enfin, le quatrième paradigme qu'il faudra tenir compte, c'est ces problèmes de données en termes de disponibilité, d'intégrité et confidentialité. Et c'est là le cœur du problème. Le cœur du problème, ce n'est pas globalement la sécurité du système d'information, c'est la sécurité de l'information. Et c'est là où l'approche devient intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il faut être capable, et c'est là tout l'enjeu de la gouvernance des systèmes d'information, c'est d'évaluer au niveau des informations que vous manipulez. Alors vous savez pertinemment que ce soit une collectivité ou une entreprise,
La valeur de cette entreprise ou de cette collectivité, c'est au travers de la manipulation des informations qu'elle fait. La valeur, elle est là. Là aussi, sortons du mythe, pourquoi Facebook et pourquoi Leak, etc., tous ces réseaux sociaux sont gratuits. Rien n'est gratuit. C'est vos informations, la valeur. Le fait d'avoir vos informations sur le réseau représente une valeur marchande que vous n'estimez pas à sa juste valeur. Donc attention à ça. Enfin, quand on fait de la sécurité, on est contraint à 3 niveaux d'acceptabilité. Le premier niveau d'acceptabilité, bien sûr, c'est d'être capable de définir un risque acceptable. Et c'est là que la gouvernance, je dirais, des systèmes d'information est intéressante, c'est-à-dire dans quel monde je veux vivre, quel est le niveau de risque que je veux accepter. Je prends un exemple, la sécurité routière, par exemple, il y a quelques années, on avait 8000 morts par an sur les routes. À un moment, les politiques, le social, le sociétal a dit, bon, c'est plus tolérable. C'est plus tolérable, maintenant, pas plus de 4000 morts. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit l'occurrence de risque. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire la possibilité qu'on ait des accidents mortels. Sans le niveau de gravité, on sait que de toute façon, bien sûr, je ne le souhaite à aucun de vous, en sortant de cette salle, on peut avoir un accident de voiture et mourir. Ça, c'est le niveau de gravité. Par contre, l'occurrence du risque, on va la réduire au maximum. Comment on la réduit? On réduit la vitesse. On va rajouter des contraintes sur le permis de conduire. On va élargir les routes. On va modifier la structure des voitures pour lorsqu'on a un choc, eh bien, vous avez tout l'avant maintenant qui se déforme, c'est la voiture qui absorbe les chocs et plus vous. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à un risque acceptable. On fait ça tous les jours. Hein. Les inondations, c'est pareil. Hein. Département de Charente-Maritime, vous avez des inondations. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'occurrence du risque? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des digues. Voilà. Certains voulaient mettre des éponges, mais on était un peu limité. Donc, on a préféré faire des digues quand même avec une certaine hauteur. Mais là aussi, comme toujours, risque acceptable, on a dit, bon, on va prendre 5 cm au-dessus de Cynthia. Mais est-ce que la prochaine, ça sera 10 cm? On ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, on limite l'occurrence du risque. Ça, c'est le risque acceptable. Le deuxième, bien sûr, et qu'on comprend tous, c'est le coût acceptable. Un peu comme une assurance. Hein. Le coût de l'assurance, vous avez le valorisé par rapport au coût d'acquisition, au coût résiduel du bien. Et puis un troisième enjeu qu'on oublie trop souvent, et c'est là aussi qu'il y a l'approche sociétale, c'est la protection acceptable. C'est-à-dire mettre en place des solutions, des techniques que vos collaborateurs et que vous-même saurez mettre en œuvre et saurez utiliser régulièrement. Et ça, ce n'est pas le plus facile à faire, bien souvent. La tendance, bien souvent, en termes de cybersécurité, à se raccrocher à des technologies complexes, un peu chères, ça justifie, je dirais, auprès de la haute gouvernance, en disant, bon, attendez, j'ai mis 30 000 € dans un logiciel, ça devrait être sympa quand même, ça. Et si les gens ne l'utilisent pas ou l'utilisent mal, ça ne sert à rien. Et donc, là aussi, on voit bien qu'il y a un problème sociétal au niveau de la cybersécurité qui est souvent mal pris en compte, c'est cette notion de protection acceptable. Comment et que dois-je mettre en œuvre pour que cette sécurité soit acceptée par mes collaborateurs et soit utilisée correctement? Alors, si on prend, bien sûr, dans le domaine du tourisme, vous voyez que vous êtes confronté à la fois à une problématique, je dirais, des collaborateurs, qui sont soit, bien sûr, des collaborateurs permanents aussi, des collaborateurs saisonniers, donc comment je vais leur faire accepter ça, mais je vais avoir le même problème avec mes clients. Vous imaginez bien que si je fais une offre, par exemple, dans mon camping de luxe, une offre de spa, mais que je demande aux clients d'abord de venir s'enregistrer, puis de prendre une carte, de rentrer un digicode, et puis toutes les 15 secondes de rentrer un code à 8 chiffres, sinon la machine s'arrête, je ne vais pas avoir grand monde dans le spa. Je caricature, mais des fois, ça peut être un peu ça. Maintenant, si je mets un code que tout le camp de camping connaît, je veux dire, c'est l'inverse. Donc, là aussi, vous voyez, toujours, quel va être le juste milieu entre mes collaborateurs, mais aussi par rapport à mes clients. C'est bien ça le problème un petit peu particulier qu'on a avec les offices, avec le tourisme. C'est que les gens ne viennent pas là pour subir des contraintes, bien sûr. Donc, comment mettre de la sécurité sans trop de contraintes? Alors, quand on réfléchit un petit peu aux risques internes-externes, vous l'avez déjà un petit peu abordé dans l'introduction, donc je vais passer assez rapidement dessus. Et en plus, je dirais l'avantage avec la cyber, c'est que des exemples, on en a tous les matins.
Le meilleur exemple, vous avez, je pense, regardé la télé hier, aux informations nationales, et vous avez ce pauvre restaurateur de Poitiers qui subit en ce moment une campagne de harcèlement parce que il a eu la malchance d'avoir des clients qui ont fait la fête, qui filmé la fête, a trouvé les comportements qu'on pourrait qualifier de racistes, et bien, on dit comment un restaurateur héberge des activités racistes dans son restaurant. Et ça, c'est des choses qui arrivent tous les jours, hein. C'est ce qu'on appelle la irréputation. Hein. Et donc, tout ça, bien sûr, nous amène plusieurs problèmes. Alors, comme vous le disiez très justement, bien sûr, là aussi, on a le top 3 hein, au niveau des actes cybercriminels. Le premier des top 3, c'est ce qu'on appelle le rançongiciel, le ransomware. Aussi, je dirais vieux comme le monde, hein. C'est-à-dire que j'arrive à avoir un moyen de pression sur vous. Là, en numérique, c'est simple, je fais un chiffrement de vos données, et puis on se met un petit message le matin, et voilà. Vous pouvez accéder à un système d'information parce que toutes vos données sont chiffrées. Puis on se met un SMS, hein, bonjour, vous allez rire, j'ai pris la main sur votre poste, chiffré, moyennant 300 000 euros, virez sur tel compte, ou 1000 bitcoins, je vous donne la clé de déchiffrement. Embêtant. Quand ça vous arrive, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, quand ça vous arrive, bien sûr, normalement, il faut prévenir la police, mais là, tout le système est bloqué. J'ai 10 caravanes qui arrivent, j'ai 50 camping-cars, je ne peux pas faire de réservation, je ne sais plus qu'à réserver, je ne sais plus qui fait quoi. Qu'est-ce que je fais? Parce que là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cybercriminel, avec tous ses outils, eh bien, avant de nous attaquer, il a observé ce qui se passait. On évalue entre 200 et 250 jours le temps qu'on met à détecter une attaque, parce que bien sûr, l'une des premières choses que fait le cybercriminel, c'est d'observer ce que vous faites. Donc si ça se trouve, bien sûr, je ne vous le souhaite pas, en ce moment même sur vos systèmes, là vous êtes confortablement assis à m'écouter, votre système est en train d'être attaqué, c'est-à-dire qu'on est en train d'observer vos données, hein, pour justement se constituer. Ce que faisaient avant les criminels, bien sûr, hein, les criminels, je veux dire, n'ont pas changé leur méthode, mais avant, je veux dire, quand je voulais savoir ce qui se passait dans un camp de camping, il fallait que je mette à l'entrée du camp de camping. Alors si tous les matins, au camp de camping, on voyait toujours la même personne qui attendait, qui prenait des notes, on disait, bon, c'est un peu curieux. Là, je n'ai même pas besoin de me déplacer. Je regarde les flux et puis je me constitue comme ça une petite base de données. Et je pourrais la faire, cette base de données, sur vous directement. J'aurais pu m'amuser, je le fais de temps en temps, à prendre les noms des personnes qui participent à cette réunion et puis à lancer des recherches sur Facebook, sur Link, sur Internet. Et je pense que sur chacun, je pourrais trouver 1 à 2 pages de choses personnelles parce que soit vous les avez mis directement, soit qu'on les a mis globalement à votre insu. Hein, c'était un petit peu la petite blague que je faisais tout à l'heure avec ma photo. Ben, vous voyez bien maintenant quand vous allez sur Facebook ou sur Link, hein, vous avez été pris en photo par quelqu'un. Et puis, vous avez la reconnaissance faciale qui dit, bah, tiens, vous étiez à telle réunion, Madame Loubet, c'était cet après-midi à Niort. Oula! Alors ça va, c'est officiel. Après, vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut en déduire. Mais bon, donc attention à ça, c'est le problème de ces outils. Donc si on continue, hop, j'avance doucement. Bon. Il y a un petit décalage. J'ai un décalage entre l'écran et le... C'est pas grave. Donc, le top 1, c'est le rançongiciel. Le top 2, c'est le faux ordre de virement. Alors, faux ordre de virement, là, on est dans la petite escroquerie facile. Alors, là aussi, hein, c'est récent. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas, c'est paru dans Voici, c'est paru dans Télé 7 jours. Michel Drucker a eu 10 000 euros de faux ordre de virement hier. Ce n'est pas des blagues. Il s'est fait, voilà. Hein, il a eu un appel d'un faux conseiller bancaire. Hein, voilà. Un problème sur votre compte, il faudrait rééquilibrer la trésorerie et tout, il faudrait virer vivement 10 000 euros. Michel Drucker, il a viré 10 000 euros. Par le temps qu'il réalise, 10 000 euros, c'était parti. Ça, c'est le numéro 2. Et puis le numéro 3, et là, je vous demande de bien accrocher vos 16, c'est les attaques internes. 30% des attaques, c'est des attaques internes. C'est-à-dire que c'est vos collaborateurs, c'est votre associé, on a eu le cœur en Nouvelle-Aquitaine, hein.
un associé qui détourne le système d'information de l'entreprise. D'accord? Et ça a été, bien sûr, jusqu'à, mettre à plat l'entreprise. Donc voilà un petit peu, hein, les chiffres là, vous voyez, c'est les chiffres de Nouvelle-Aquitaine. Donc des choses concrètes. Hein. Donc Laurence logiciel, donc faites attention à ça. Alors bien sûr, on verra qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Bien sûr, c'est de suite porter plainte, bloquer tout le système. Hein. Le faux ordre de virement, réagir très vite. Mais là aussi, ils sont très rapides. Hein. Ils sont très rapides. Et puis l'attaque interne, des objets de contrôle pour s'assurer, bien sûr, que ce qui se passe dans votre entreprise, ça se passe bien. Et là, on arrive à toute la problématique, bien sûr. Sur ça, je vous disais, je travaille aussi pour GNI HDR, bien sûr, tous les collaborateurs, les vacataires, etc., qu'on a dans les saisons, etc. Bon, est-ce qu'il faut leur donner, je dirais, toutes les clés du système et faire attention à ça, hein, parce qu'en haute saison, bien sûr, eh bien, tous les saisonniers, etc., comment je vais gérer ces personnes. C'est pour ça que la difficulté que l'on a à chaque fois, la difficulté que vous aurez à chaque fois, c'est de bien identifier le niveau de formation. Est-ce que le collaborateur, est-ce que le saisonnier a besoin de les avoir et d'y accéder pour faire son travail? Vous voyez, on est vraiment dans l'organisation avant de parler de solutions techniques. Et c'est bien ça, bien souvent, le problème. On met en place des solutions techniques, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec la protection acceptable. On met en place des solutions techniques en disant ça protège de tout. Le problème, c'est qu'au départ, est-ce que j'ai besoin de tout protéger? On perd un peu de bon sens des fois avec le cyber, parce que là aussi, hein, de façon très simple, il y a une règle absolue en termes de sécurité, quelle qu'elle soit, c'est moins j'en ai à protéger, mieux je me porte. Donc identifiez dans vos structures hein, les informations qui sont vraiment pertinentes à protéger, et les autres, eh ben, si on les prend, on les prend. Voilà. Et faites d'abord ce travail qui vous amènera bien sûr des économies en termes d'investissement sur vos solutions, puis bien sûr des économies au niveau du contrôle, et puis bien sûr, on réduit fortement, bien sûr, sa surface de risque. Alors, pourquoi la cybersécurité devient un nouvel enjeu pour les dirigeants? Parce que là aussi, bien souvent, quand on parle de cybersécurité, moi je le vois quand je vais en entreprise ou que je vais dans des collectivités territoriales, je veux dire, j'essaye de voir dans les collectivités le DGS ou dans les entreprises le DG de la boîte. On dit non, allez voir le DSI ou le RSSI. Donc vous commencez à tourner dans les couloirs, je vais un peu caricaturer, vous descendez au 3e sous-sol de la cave, vous arrivez dans la cage de l'ascenseur et puis la première porte à gauche, c'est la DSI. Parce qu'on sait pas où le mettre. Là, il dérange personne, il fait pas trop de mal. Et on vous dit maintenant, traitez le problème de sécurité avec lui. Non. La sécurité, au départ, voilà, c'est un problème de gouvernance. Ce que j'ai essayé de représenter ici, sur ce premier enjeu de la gouvernance, c'est que cette numérisation un petit peu exacerbée, et on le voit bien, et vous le voyez bien, vous, dans vos activités quotidiennes, je dirais, on a écrasé les lignes de décision. Hein, alors, les lignes hiérarchiques, pour ceux qui ont fait un peu d'études supérieures en management, c'est la fameuse représentation de Mintzberg. Hein, et donc, cette représentation s'écrase parce que, bien, on le voit bien, et ça a été exacerbé encore plus avec les problèmes de confinement, où on a numérisé encore plus. Et bien, aujourd'hui, un DG s'adresse directement aux collaborateurs de base par le biais de la messagerie. Et c'est pareil dans l'autre sens. Voilà, vous avez plus ces strates hiérarchiques qu'on avait avant, d'accord, ou par le biais de courrier, par le biais, voilà, il y avait toute une série de parades, en fait. Hein, ça permettait quand même de limiter pas mal de choses, okay, de canaliser. Aujourd'hui, je veux dire, le moindre collaborateur peut s'adresser au DG sans aucun problème. Et ça, bien sûr, ça va nous amener, bien sûr, des risques supplémentaires. Donc, une première chose sur la gouvernance, un écrasement des lignes hiérarchiques. Le deuxième, et on retrouve un petit peu notre modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, c'est que vous vous retrouvez avec des outils dont on a vraiment simplifié l'usage. Vous le voyez bien d'ailleurs avec les publicités sur les téléphones, vous n'achetez plus un téléphone pour téléphoner, vous achetez un téléphone pour faire des films. Vous ne faites plus avec un téléphone.
faites des films la nuit, vous faites des montages, vous modifiez les visages. Donc vous avez toute une série à portée de main, vous avez toute une série d'outils très complexes, mais un usage très simple. Modifier un visage, modifier une parole, si bien que à l'extrême, vous me filmez en ce moment, tout ce que je suis en train de vous dire, vous modifiez mon visage, vous modifiez les paroles, vous balancez ça très vite sur ligne, sur Facebook, sur ce que vous voulez, et vous me faites dire le contraire de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et j'ai aucun moyen de contrôle. Okay. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple pour rigoler, c'est pas compliqué de prendre la main sur votre téléphone. Je cherche tous les Wi-Fi que vous avez mis en branle en actionnant vos téléphones, donc je vais en avoir une trentaine, je me connecte facilement. Donc on voit bien là aussi qu'on a mis en place un système très performant, un usage très simplifié. Vous n'avez pas besoin d'être expert en caméra, en prise vidéo, etc. pour faire des super films maintenant, vu que le système va les corriger. Ça, c'est le deuxième. Et puis alors le troisième, qui est peut-être encore plus dangereux, eh bien, c'est l'interpénétration des usages pro avec les usages personnels. Alors ça a explosé là aussi avec le confinement, c'est-à-dire que maintenant, l'ordinateur du bureau, c'est l'ordinateur perso, c'est l'ordinateur du bureau. Et puis l'ordinateur du bureau, ben, je le prête parce qu'il y a le problème à mon conjoint, à ma conjointe, je l'ai prêté aux enfants, donc tout le monde a été se connecter sur toute une série de sites, etc. Et même dans les usages, on a encore l'exemple de Poitiers, c'est-à-dire une fête perso qui devient une problématique professionnelle pour le restaurateur. Et ça c'est un véritable enjeu aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Rien n'est prévu dans la loi aujourd'hui. Rien n'est prévu dans la loi. Vous faites une fête perso, vous dénigrez, ou par votre attitude, vous pouvez amener une image négative de votre entreprise. Après, c'est l'entreprise qui paye les pots casseurs. Le cas avec le slip français, on l'a régulièrement. Hein. Attention, cette entreprise. Donc, les chefs d'entreprise, on aura le même problème avec les collectivités au fur et à mesure. Hein. Vous avez la question de dire, mais comment je peux gérer cette interpénétration du monde professionnel avec le monde personnel? En plus, les gens sont reconnus facilement. Donc, je sais qu'ils sont dans telle entreprise. Et bien sûr, ça rejaillit sur l'entreprise. Et c'est un usage perso. Donc là, aujourd'hui, on a, et c'est aussi un des problèmes qu'on a en cybersécurité, c'est au niveau législatif, comment régler tous les problèmes, prendre en compte. Hein. On est toujours en mode réactif, hein, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas eu, je veux dire, de cause trop importante, on aura du mal à légiférer là-dessus. Donc cet usage pro-perso, bien sûr, dans le tourisme, vous l'avez encore plus, hein, parce que là, bah, vous avez en plus vos clients qui peuvent vous filmer ce que vous faites, et puis faire des reportages hein, sur tiens, qu'est-ce qui se passe dans tel camping, qu'est-ce qui se passe dans tel hôtel. Et puis, bien sûr, c'est entre guillemets croustillant, vous imaginez bien que vous faites la une de tous les réseaux sociaux. Donc après, il faut finir la saison. Comment? Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faudra prendre en compte et absorber dans votre réflexion. Alors, comment mettre en œuvre une protection efficace? Ah, bah, je ne vais pas le dire, hein, vous le lisez, bien sûr. Une chose est simple, hein, faut aborder la cybersécurité un petit peu comme la sécurité incendie. La sécurité incendie, qu'est-ce qu'on fait? On met des porte-feux à l'appareil. Il faut isoler vos appareils. Voilà. Éviter que, dès que je vais contaminer l'appareil, bien, tous les autres appareils soient contaminés. OK? Voilà. Bien sûr, je vais essayer de confiner, parce que là aussi, la police et la gendarmerie ont besoin de preuves numériques. Alors c'est là aussi ça devient intéressant avec l'électricité. Je dirais un cas que vous aviez laissé le pistolet, il suffisait de récupérer le cadavre et le pistolet, et puis vous prenez les empreintes là, un appareil numérique, si vous l'éteignez, vous effacez. Encore pire, c'est que si vous le manipulez, la preuve de votre appareil numérique n'est pas recevable. Parce que, bah, au bout des doigts, on a tous un peu d'électricité statique, donc vous avez pu modifier la preuve.
et la preuve n'est plus recevable. C'est pour ça qu'il faut confiner. C'est-à-dire plus toucher, vous le débranchez du réseau, et c'est tout, vous attendez que la police ou la gendarmerie viennent récupérer vos appareils parce que ils ont les équipements pour faire ça. Bien sûr, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder, on va connecter, puis on va communiquer. Alors, il faut bien comprendre, là aussi on en parle de plus en plus, mais il faut bien comprendre que tout ce qui est cybersécurité en France, c'est quelque chose de récent. L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a une quinzaine d'années. La gendarmerie a constitué son commandement cyber, c'est-à-dire que maintenant, par brigade, on va avoir des experts au cyber. Ça a été constitué en septembre l'année dernière. Donc on est en train de se mettre en place. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, bien sûr, n'hésitez pas à faire appel à la police et à la gendarmerie. Alors, bien sûr, déposer plainte. Donc là, je vous ai mis quelques... Mais les supports, ils les auront, vous leur communiquerez. Les supports, bon, c'est... Donc là, c'est pour la police. Hein. Pourquoi? Parce que je travaille avec la police. Bon, la gendarmerie a les mêmes types d'adresses. Hein. Donc n'hésitez pas en fonction de... Mais il faut porter plainte. Alors vous allez me dire, des fois, est-ce que ça sert? Alors, des fois, on a un peu cette appréhension quand on va voir la police ou la gendarmerie, dire, bon, c'est une plainte supplémentaire. Le problème, c'est que là aussi, ça permet d'alerter. Hein. Et vous avez là aussi... la chance, alors j'en profite parce qu'on a des représentants de la région. La région Nouvelle-Aquitaine a une action très proactive en termes de cybersécurité. Dans le deuxième semestre de cette année, on va avoir un campus cyber qui va se constituer. Ce campus cyber, il faut le voir un petit peu comme un Super 10, c'est-à-dire qu'il va prendre les appels et va réorienter les victimes sur les gens compétents, des entreprises compétentes qui ont été référencées. Et alors, plus localement, on a la chance d'être à Niort. Et la semaine dernière, j'étais justement à une réunion importante à Niort là-dessus. On a un CCERT, c'est-à-dire un centre d'alerte au niveau qui va s'occuper, donc un sous-10, si l'on peut dire, mais pour l'ancien Poitou-Charentes. Et donc cette capillarité est en train de se mettre en place au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a la chance d'avoir cette politique qui a été mise en place par le président Rousset. Hein. Donc ça fait plusieurs années, la feuille de route était définie, mais maintenant on parlait de la feuille de route du tourisme. Là aussi, vous avez une feuille de route cyber qui est en train de se mettre en place. Et donc, avant la fin de l'année, on aura ces centres de ressources, ces centres d'appel qui seront en place et qui seront bien sûr à la disposition de tous les professionnels. Hein, et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Alors, faites attention là aussi. Ça fait partie du jeu, comme toujours. Hein, comme dans votre activité, vous avez... comme disaient les inconnus, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a des bons acteurs du tourisme, il y a des mauvais acteurs du tourisme. Bon, en cyber aussi, vous allez avoir des experts et puis des gens un peu moins bons. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire appel à ces centres d'appel, centres de ressources qui vous orienteront sur des gens qui sont référencés. Hein, c'est important. Voilà. Alors, un autre aspect aussi où il faut faire très attention, vous en avez peut-être, je pense, déjà entendu parler parce que vous gérez pas mal de données personnelles, c'est justement toute cette partie RGPD. Hein. Comme je vous le disais, vous avez le double effet qui se coule, hein, c'est-à-dire à la fois gérer les données personnelles de vos collaborateurs, mais aussi gérer les données personnelles de vos clients. Hein. Et là aussi, on a vite fait de faire des faux pas. Donc n'hésitez pas là aussi à faire appel à des experts pour s'assurer que vous êtes bien conforme à toutes ces parties-là, et ça devient des enjeux, là aussi, sociétaux, parce que c'est normal, là aussi. Hein. Quand on fait de la sécurité, on est toujours confronté à un dilemme. Hein. Est-ce que la sécurité doit venir prendre du terrain sur la liberté? Protéger des collaborateurs ou protéger des clients, c'est pas obligatoirement avoir toutes les données sur les clients et les suivre pendant plusieurs années. On a eu le cas, vous avez peut-être entendu parler, justement, pendant ces problèmes d'alerte Covid. Hein, vous avez certains restaurateurs, vous savez, quand vous alliez au restaurant, il fallait donner son nom et son adresse, et le restaurateur gardait ces informations pendant 14 jours, pour au cas où il y a un cas de contamination, prévenir ces personnes. Sur le papier, très bien. Bon. Certains restaurateurs ont trouvé intelligent de relancer les clients en disant, la semaine dernière, vous aviez mangé choucroute, cette semaine, c'est cassoulet, on vous invite. Bon. Fermeture administrative. La CNIL, on a la chance en France d'avoir cette commission nationale informatique et liberté. C'est la seule commission en France
qui a un droit de sanction. C'est-à-dire qu'une fois que le délit a été constaté, fermeture administrative, amende, peine de prison. Donc je vous déconseille de jouer avec. Ils sont très pertinents, très performants. Alors, pour poursuivre, comment maîtriser ces nouveaux usages? Bon, des règles assez simples, hein. Bien sûr, et je vous en ai parlé au tout début, sécurité de l'information. Donc, prenez le temps de sauvegarder vos informations. Alors, on n'en parle pas assez. Prenez le temps, là aussi, si vous ne savez pas trop comment faire ça, de prendre un prestataire pour le faire. Les chiffres sont assez accablants. 57% des sauvegardes ne sont pas réutilisables, parce qu'elles ont été mal faites. Donc là aussi, quelles sont les informations pertinentes dans votre système, sont vitales pour votre activité, et celles-là, je les sauvegarde. Les autres, ne perdons pas de temps. Deuxième mesure, alors ce terme a un petit peu de résilience, c'est-à-dire pouvoir repartir. Alors c'est ce qu'on appelle plus vulgairement en termes de numérique, prévoir un plan de continuité, c'est-à-dire pour justement ces données qui sont sensibles, qu'est-ce que je dois mettre en place pour continuer mon activité? Est-ce que c'est ma centrale de réservation? Est-ce que c'est mes factures? Donc ça, faites une petite analyse. Et puis, pour finir, bien sûr, il faut bien comprendre que quand on parle de sécurité, on n'est pas là pour empêcher les attaques. On est là uniquement pour en limiter l'impact d'un sinistre. C'est exactement la même problématique qu'ont les pompiers. Et d'ailleurs, cette étoile, ces actions s'appliquent aussi aux pompiers, si vous les déclinez. On est là pour limiter. Il y a un incendie, on est là pour limiter. Donc comment je vais limiter en cas d'une attaque? Bien sûr, déjà, c'est faire de la prévention. Alors comment je fais de la prévention? Je me renseigne sur ce qui se passe, je me suis organisé, j'ai sensibilisé mes collaborateurs, comme on le fait dans toutes les entreprises. Une fois par an, vous avez l'exercice d'évacuation des bâtiments incendiés. Vous avez des correspondants incendies dans les grosses structures. Voilà. Ça, je fais de la prévention. Puis bien sûr, les pompiers se renseignent. Est-ce qu'il n'y a pas, avec les matières qu'on a, etc., des nouvelles possibilités d'incendie? Ça, c'est la prévention. Le deuxième, bien sûr, détecter au plus vite. Rappelez-vous un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, on met pas loin de 200 jours pour détecter une attaque. Donc bien sûr, plus tôt je vais détecter, plus vite je vais limiter l'impact du sinistre. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des détecteurs de fumée. Une fois que j'ai 2 détecteurs de fumée qui se mettent en branle, ça veut dire que j'ai des grandes chances d'avoir un incendie, donc j'ai détecté. Bien sûr, après, et là on tombe vraiment dans l'organisation, quelle va être ma chaîne d'alerte? Qui je dois prévenir, qui je dois de façon réagir très vite. Si vous avez l'occasion, peut-être, certains dans votre jeunesse, ou vous les connaissez, moi je travaille pas mal avec les pompiers, la chaîne d'alerte, on va envoyer une camionnette plus un camion pour voir ce qui se passe. Et puis si jamais ça ne va pas, on renvoie une deuxième camionnette, un deuxième camion. Voilà. Mais la chaîne d'alerte, elle est prévue pour qu'en moins de 3 minutes, je sois sur le lieu de l'incendie. En cyber, c'est exactement pareil. Plus vite je vais réagir, mieux ça sera. Bien sûr, là c'est réagir, donc qu'est-ce que je vais envoyer quand je vais réagir? Et puis, là aussi, regardez bien comment fonctionnent les pompiers. Ils n'essaient pas dans un premier temps d'extinguer l'incendie, ils le limitent. C'est-à-dire, je vais éviter qu'il se propage. Voilà, parce que l'incendie, une fois qu'il est parti, il est parti. Par contre, je vais éviter que les habitations à côté, ou que les zones d'arbres, ou les terrains à côté prennent feu. Donc, je vais mettre des ralentisseurs. C'est ce qui se passe quand vous voyez les incendies dans le Grand Sud avec les Canadaires. Les Canadaires, ils n'éteignent pas l'incendie. Ils mettent des retardateurs pour éviter que l'incendie se diffuse. Et puis, bien sûr, une fois que j'ai limité, maintenant je me consacre sur l'incendie. Puis, bien sûr, le 7e, je vais réparer. Voilà. Alors, tout ça, ça rentre dans un terme un petit peu scientifique que je vous ai mis, c'est la PSSI. C'est-à-dire, c'est une évolution après de choses, et ça rejoint un petit peu des choses qu'on est en train de mettre en place justement au niveau cyber dans la région, c'est-à-dire comment accompagner des collectivités, dans le cadre de France Relance, ou là aussi des aides qu'a développé la région pour les entreprises, comment mettre en place justement en cas d'attaque cyber que je puisse reconstruire mon système. Donc c'est un peu pour reprendre sur l'approche RSE que vous souleviez ce matin sur la partie Hermione, si j'ai bonne mémoire. Là aussi,
Bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Hein, je suis membre de l'association Hermia, hein, depuis quasiment sa création. C'est un bel ouvrage à Rochefort. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'une attaque cyber. Voilà. Donc, pensez-y. Il y a plein de choses à faire. Hein. Là aussi, ne croyez pas parce que vous êtes un petit village de vacances, hein, il y a des gens de BVF, que vous soyez un petit camping, il n'y a pas de petit camping. Sur l'île de Ré, on a un pizzaïolo qui s'est fait attaquer. Hein. Alors ça, vous allez sourire en disant pizzaïolo, bah oui, il avait mis un distributeur de pizza et il s'est fait pirater son distributeur de pizza. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait récupéré le code des pizzas gratuites et donc quand il remplissait sa machine de pizza, le soir avant de partir, le matin il arrivait, pof, plus de pizza, pas de chiffre d'affaires. Bon. Quelqu'un qui lui avait piraté le système, donc c'était un taxi cyber. Bon, on peut dire entre nous, c'est comique, il n'empêche qu'au bout d'une semaine, le gars, bon, il n'est pas très content quand même. Voilà. Okay, pour ça, je vous dis, il n'y a pas de petites escroqueries. Donc, faites attention à ça, ça va pas vous faire peur, mais voilà. Soyez conscient que. Et puis, bien sûr, là aussi, je peux faire du chantage. Si j'ai les données de vos clients, il y a des hôtels, des gros hôtels, hein, le Marriott. Le Marriott s'est fait pirater toute sa liste de clients. Parce que là aussi, à un moment, les gens vont en vacances à un certain niveau, mais même vous apprécieriez pas trop qu'on vous dise, voilà, vous avez passé 3 jours dans tel hôtel, vous avez fait 2 jours dans tel autre, voilà ce que vous avez mangé au restaurant, etc. OK. Et ça suffit pour faire du chantage, donc du ransomware, dans un restaurant. Alors, on va penser, comme je vous le disais, avec GDHR, donc on a fait l'autre fois une petite séance, et donc ils ont posé des questions. Donc voilà un peu le genre de questions qui peuvent intéresser, mais qui peuvent aller plus loin. Par exemple, sortons, là aussi, vous avez souvent des gens qui vous disent oh, achète un Mac, il n'y a pas de virus sur les Macs. Alors, un, il y a des virus sur les Macs. Deux, il faut bien comprendre que le criminel, depuis la nuit des temps, il n'a qu'un objectif, c'est de prendre de l'argent facilement. D'accord? Donc, investissement moindre, rendement maximum. Aujourd'hui, 95% du parc installé, c'est de l'environnement Windows. Donc, je ne vais pas développer un virus sur un environnement Mac. C'est pareil sur l'open source. Hein. D'ailleurs, le premier virus, on l'a eu sur open source. Et donc, il n'y a pas de système, je veux dire, voilà. C'est juste le problème que si je fais une attaque sur un environnement Microsoft, je vais bien avoir 10 ou 15 000 couillonnes, excusez-moi, qui vont se faire avoir et qui vont me filer 10 ou 15 euros. Si je fais ça toutes les semaines, je vous laisse calculer, je n'ai pas besoin d'aller travailler. Bon. Alors, n'oubliez pas aussi une chose, hein, c'est de l'électrique. Hein. Donc, quand j'ai une coupure électrique, je n'ai plus rien qui fonctionne. Donc là aussi, sur certains systèmes qui vont manipuler vos informations sensibles, mettez un petit onduleur. Déjà, ça évitera que la machine s'arrête trop brusquement et soit esquintée. D'accord? Mais en plus, vous continuerez vos activités. Voilà. Des questions, vous voyez, assez pragmatiques. Hein? Voilà, j'ai un petit bistrot. Par quelle mesure puis-je commencer par me sécuriser au maximum? Bon, on voit bien, là, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous, on en a parlé, hein, c'est cloisonné. C'est-à-dire que mon système de caméra, je ne vais pas le mettre au même niveau que mon imprimante. Tout ce qui est Wi-Fi public, c'est pareil, je ne vais pas le mettre sur mon Wi-Fi de mon entreprise, parce que là aussi, un client, à partir du moment où il se connecte sur le Wi-Fi public, si ce Wi-Fi public, c'est mon Wi-Fi, il va se connecter sur mon système. Voilà. Donc là aussi, hein, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, hein, limiter, bloquer, donc cloisonner. Voilà. Bon, il y a d'autres questions, mais j'aimerais bien avoir des questions de votre part. Hein. Alors, après, on monte, hein, bien sûr, hein, les sauvegardes, le cloud, etc. Donc, Et effectivement, le créneau n'est pas facile après la pause du déjeuner, mais du coup, vous faites tout notre travail en posant les questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Ah, il y en a une. Il en faut un. Vous n'êtes pas le premier, j'ai déjà posé des questions. Voilà. Allez-y, un micro.
Elle fait écho à la troisième, finalement. Et de tous ces systèmes qu'on nous vend maintenant, ces belles sociétés informatiques qui vous vendent la solution magique de Microsoft, pardon, 365, tout est dupliqué dans le cloud, mais cela va être la même avec les Google et tout. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer sur la partie résilience, je crois, vous en parliez, qu'on a une sauvegarde efficace, étant entendu qu'on est sur une forme de synchronisation? Je vous pressens la réponse, mais je veux bien voir la vôtre. Alors, le problème, c'est qu'il y a toujours dans ces solutions, il y a un petit peu d'abus de langage, parce que bien sûr, il y a du marketing. On ne va pas empêcher un fournisseur informatique comme vous, et n'y voyez pas la liste, je dirais, vous allez dire, votre camping, c'est le meilleur, le plus beau, c'est normal. Le cloud est intéressant, mais en fait, ce n'est pas une solution de sauvegarde. C'est là où il y a méprise. C'est une solution de disponibilité. Bon, sans rentrer dans les détails, vous allez vite comprendre. C'est-à-dire, donc on pourrait très bien à l'extrême, j'aurais pu mettre un disque ici, d'accord, vous connectez dessus, et on fait un cloud pour nous. C'est-à-dire chaque fois que vous allez faire des modifications sur votre ordinateur, ces modifications vont être copiées sur le disque. Bien sûr, si vous avez une panne matérielle, l'avantage, c'est que comme j'ai sauvegardé sur un disque qui est hors de votre système, je vais pouvoir vous redonner votre configuration. C'est ce que vous avez avec vos téléphones. Vous savez, quand vous changez de téléphone, vous êtes toujours super surpris. Vous n'allez pas, hop. Avant, il fallait noter, les vieux téléphones, il y avait 10 numéros à mettre en mémoire. On mettait ça sur un calepin. Vous passiez 2 heures après à retaper. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je me branche sur le cloud SFR ou machin, je récupère toutes vos données, etc. Le problème, c'est que si vous avez une cochonnerie sur votre poste, bien sûr, elle est copiée sur le cloud. Normal, vu que c'est instantané. C'est ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que assurer que votre prestataire de cloud, régulièrement, il va effacer les données. Parce que lui, une fois qu'il les a, il les garde. Et l'autre fois, on s'est amusé avec un ingénieur de pour sa condition de 2012 de son Apple, qui était gardé dans le de données sauvegardées. De toute façon, tout ce que vous mettez aujourd'hui sur votre téléphone, ne les jetez pas. Pas d'alimenter, là c'est bien, alimenter. Hein, regardez tous les clouds qu'on vous offre. Hein, ou elles font du tri peut-être. Oui, non, trop tard. Mais même qu'elles fassent du tri, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil pratico-pratique, il faut aller sur tous les drives. Il faut aller sur le drive, je ne sais pas si c'est un Samsung, il faut aller après sur le drive Google. Parce que là aussi, il faut aller, je ne sais pas, après vous êtes en SF, sur le drive Orange SF, plus après sur le drive Microsoft. Au bout d'un moment, vous allez retrouver des photos. Bon, ça m'est arrivé, l'autre fois je nettoyais. Quand vous effacez la photo, soit que je change de docteur. Ça fait longtemps. Voilà. Parce que là aussi, ces données, si vous voulez, elles sont sauvegardées en permanence. Parce que, de façon très, très pragmatique, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, vos informations ont de la valeur. Et donc, vous avez des sociétés spécialisées là-dedans, en toute légalité, qui sauvegardent en permanence vos données. Avec des risques aussi, puisque OVH, par exemple, etc. Alors, vous avez tout à fait raison. Ce qui s'est passé au OVH, c'est-à-dire que là, en plus, faites attention quand vous allez. Alors là, c'est un autre aspect, si vous me permettez. C'est aussi maîtriser son prestataire. Là, c'est tout un temps aussi de la problématique qu'on a avec le cyber, au sens large, c'est de maîtriser son prestataire. C'est-à-dire que bien souvent, et dans tous les contrats, vous l'avez vu, quoi. Je veux dire, s'il n'avait pas 15 dixièmes à chacun, je veux dire, c'est dur de lire toutes les clauses du contrat. Il y a beaucoup de gens qui avaient pris donc, de l'hébergement chez OVH, mais qui n'avaient pas coché la case sauvegarde. Voilà. Et donc, bien sûr, quand le site a brûlé, les données qui étaient en ligne ont brûlé, et puis OVH dit contractuellement, moi je ne vous dois rien, il n'y avait que les données qui étaient en ligne. Voilà, c'est pour reprendre. Voilà. Hein, et donc, lisez bien, mais c'est pareil. Moi, bien souvent, je vois avec les. Alors, c'est pas de la faute des prestataires, hein, et c'est pas de la faute non plus de vous, mais il faut sur ça, je vous dis, réfléchissez bien à la sécurité de l'information, parce que
bien souvent, ce n'est pas ce qu'on va demander à son prestataire informatique. Vous allez demander, par exemple, si je reprends votre exemple un peu basique, et dans le bon sens du terme, vous allez demander, faites-moi votre offre cloud. Mais je prends tout, je prends la moitié, je prends qu'un volume. C'est combien? Alors là, vous avez le lot à 22, là, vous avez le lot à 44, et là, vous avez le lot à 120. Alors, je vais prendre 44 tous les mois. Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas, mais j'ai un cloud. J'avais un cloud. Et qu'est-ce que j'avais dedans? Je suis caricature, mais c'est un peu ça, bien sûr. OK. Donc faites l'approche, bien sûr. Moi, je vous dis le conseil que je vous redis, faites l'approche dans un premier temps, dire voilà, quelles sont les données les plus sensibles dans mon entreprise? Et ces données, bien sûr, là, je fais une sauvegarde. Alors, une véritable sauvegarde, déjà, ça se fait réseau déconnecté du réseau. Donc déjà, vous voyez, le problème du cloud, c'est que le cloud jette tout le temps sur le réseau, bien sûr, mais qu'il faut... Voilà. Et donc, bien sûr, quand vous allez faire vos réplications avec le cloud, et bien, si vous avez quelqu'un qui est en train de vous observer, je le disais tout à l'heure, il va voir que vous mettez les choses sur le cloud. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en cas de rançon logiciel? C'est pour ça que là aussi, on évolue. C'est un métier passionnant, la cyber, parce que tous les jours, on a de nouveaux cas. S'il chiffre les données sur votre poste, il n'est pas trop fou, il va commencer aussi par chiffrer les données qui vont sur le cloud. Et puis, si vous avez l'impression d'être plus malin que lui, ce qui s'est passé notamment à Dax, vous ne voulez pas payer? Vous avez des sauvegardes? Pas de problème. Moi, avant de chiffrer tout ça, j'ai fait une exfiltration des données. 500 000 dossiers médicaux que j'ai exfiltrés et je les vends. Alors là, pareil, vous avez la double peine, hein, c'est-à-dire que le RSSI de l'hôpital, non content de s'être fait un petit peu tirer les oreilles, si l'on peut dire, parce qu'il s'était fait attaquer. Après, il y a la CNIL qui est venue, qui a dit, bon, comment se fait-il que 500 000 dossiers médicaux se retrouvent comme ça dans le public? Allez. Donc, il faut bien appréhender le sujet. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut réfléchir de manière organisationnelle. Dire, voilà, qu'est-ce qui est vital pour mon entreprise? Ça, c'est vital, je fais une sauvegarde. Une sauvegarde, bien sûr. Là aussi, j'ai eu des cas, j'espère que certains dans la salle ne le font pas, mais j'ai eu le cas de quelqu'un qui me disait, mais je fais des sauvegardes sur mon poste. J'ai comment ça sur le poste? J'ai fait une partition sur le disque dur, et je sauvegarde entre les deux disques durs. Ah, bon, ça, on va l'acheter une clé USB. Alors là aussi, soyez méfiants, hein, je ne manque pas des gens, hein, mais c'est des choses qui arrivent parce que là aussi, vous avez une certaine appréhension sur la technique et la technologie. Hein, donc, il faut faire attention, donc il faut prendre une clé USB et puis voilà. Mais bien sûr, il faut faire la sauvegarde. Vous êtes déconnecté du réseau. Si vous êtes connecté au réseau, ça ne sert à rien. Vous allez récupérer des cochonneries où l'attaquant va savoir que vous êtes en train de faire des sauvegardes. Alors la sauvegarde, la règle, elle est assez simple à retenir. Hein, c'est le 3-2-1-0. 3 générations, 2 supports différents, et puis un des supports, on va l'externaliser, c'est-à-dire on va le sortir de l'environnement et du bureau pour éviter qu'il y ait un problème. Et puis le 0, c'est quoi? C'est de temps en temps, faites des restaurations pour voir que ce que vous avez sauvegardé, on peut bien le réutiliser. Des fois, c'est aussi la mauvaise surprise, on a sauvegardé des trucs et puis et ça ne marche pas. Bah oui, le système n'était pas bon, vous êtes trompé. Les 1000 milliards que vous citez, oui, c'est tout confondu. Oui, c'est pour l'année. C'est pour l'année, oui, c'est 1000 milliards, on a 2 milliards. Pour les personnes qui sont connectées en ligne, oui. Pour les personnes qui sont connectées en ligne, une question dans la salle sur les 1000 milliards qui étaient cités en introduction. Oui, 1000 milliards, c'est la totalité. Ça fait, globalement, il y en avait 20 milliards pour la France. Donc en impact direct, mais en plus reconnu, si vous voulez, parce que là aussi, le problème qu'on a, c'est que, alors, on parle de plus en plus, c'est l'avantage. Mais pendant quelques années, que ce soit les collectivités ou les entreprises, ne se vantaient pas d'avoir été attaquées. Donc, parce que sur le volume total de transactions, oui. Est-ce que ça représente quelque chose d'important? 1000 milliards, c'est une somme déjà. En 1000 milliards. Oui, mais je vous dis 20 milliards pour la France d'argent qui est parti. On a plein de cas. L'e-commerce, c'est 5000 milliards. Ouais. Seul. Mais c'est un manque à gagner, je veux dire, pour toute l'économie. Voilà. Hein. Donc, il y a plein. C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut évaluer le niveau du risque. Peut-être prendre le micro, pardon. Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait évaluer le niveau du risque et l'importance finalement Bien sûr, oui. de se défendre. Donc c'est 1000 milliards, effectivement, c'est beaucoup. L'e-commerce mondial, c'est 5000 milliards.
Et là, on attaque des données qui ne sont pas de l'e-commerce. C'est-à-dire qu'on peut attaquer toutes les données dans une entreprise. C'est le chiffre d'affaires, hein, voilà. C'est le chiffre d'affaires de la cybercriminalité, c'est 1000 milliards. Pour montrer qu'on n'est pas en millions, quoi. C'est juste pour montrer que c'est important, que ça fait qu'évoluer. Comme je vous disais, maintenant, un cybercriminel, quoi, je veux dire, tout le monde devient cybercriminel. On a eu des cas, par exemple, pour vous donner jusqu'où ça va, si on peut dire, se nicher, pendant la Covid, le confinement, on a eu des cas aussi de blanchiment d'argent, c'est-à-dire des faux prêts. En Italie, ils ont fait pas mal ça, voilà. Des prêts à taux zéro, en fait, c'est du blanchiment d'argent. Voilà. Vous avez bien sûr tout ce qui est fausse livraison, etc. Ça, c'est voilà, faux ordres de virement, etc. Voilà. Sans compter les impacts sur l'e-réputation. Alors, la e-réputation, vous avez tout à fait. Évoqué. Voilà, ce qu'on a par exemple à Poitiers, c'est toutes ces choses-là. Hein. Donc, une société, je vous dis, qui se retrouve avec une problématique ou une collectivité, parce que bien sûr, je ne souhaite aucune collectivité, mais ça arrivera un jour, on aura des collaborateurs d'une collectivité qui font quelque chose, et ça retombe sur la collectivité. Et en droit du travail, je veux dire, je ne peux pas aller, là je vais de suite au prud'homme. Je dis, je les vire parce qu'ils ont fait une fête chez eux, et alors expliquez-moi le problème, monsieur. On va peut-être prendre une dernière question dans la salle pour après pouvoir tenir le planning de l'après-midi, mais effectivement, tout ceci est passionnant. Et un retour d'expérience sous forme de questions. Nous, on est une agence de communication. En 2016, on avait un NAS. Donc, un NAS, c'est un disque dur composé de 5 disques durs en réseau local qui est tombé. Donc, un disque dur qui a grillé, le deuxième. Et après, on n'a pas pu répliquer les 3 sur les 2. Donc, on a perdu l'intégralité de données de nos clients qui ont cramé. Donc, on a décidé de passer sur Google Drive. Et on est hyper content. Oui, non, mais... Voilà, je tiens à le dire parce que c'est extrêmement sécurisé, extrêmement fiable. Par contre, on n'a pas ce système de duplication. Je ne suis pas un apôtre de Google, par ailleurs, voilà, mais c'est une solution de disponibilité comme vous aviez une solution de disponibilité avec votre NAS. Mais la problématique, c'est une vraie philosophie qui n'est pas mise en place sur les acteurs, sur la politique de gestion des fichiers. C'est-à-dire que pour moi, aucun fichier dans mon équipe n'est stocké sur un ordinateur. Il n'y a rien sur les ordinateurs des gens. Ça, c'est la première remarque, c'est que tout est dans le cloud, toute l'intégralité est dans le cloud, et les données hypersensibles sont stockées effectivement sur les semestres ou tous les trimestres, sur une clé USB qui, elle, est stockée ailleurs. C'est vraiment les données très sensibles, la compta, etc. Tout le reste peut se reconstituer, et même sur les offres Google Drive, c'est à peu près entre 3 et 6 euros par personne par mois. C'est hyper sécurisé, dupliqué, etc. La deuxième problématique à laquelle on est énormément concerné, et votre avis m'intéresse, c'est beaucoup plus les vols de mots de passe ou les craquages de comptes. Donc nous, on gère à peu près 150 réseaux sociaux pour nos clients et on reçoit, quand on démarre une collaboration avec un client, on reçoit un tableau Excel avec l'ensemble de ces codes de ces réseaux sociaux. Et les codes, c'est password 1, 2, 3, c'est admin, c'est classique, ouais. c'est machin tourisme 2013. Enfin voilà, donc des mots de passe extrêmement faibles, des politiques de mots de passe extrêmement faibles, aucun logiciel de gestion de mots de passe de type Dashlane, OnePassword ou de stratégie sur les mots de passe, de stratégie de renouvellement sur les mots de passe, de complexité des mots de passe. Donc je me tue, moi, à former nos équipes sur le jour où on démarre la collaboration avec quiconque, on change tous les mots de passe et on installe une politique de mots de passe et de changement de mot de passe. Plus les stratégies de double authentification qui font que même si on se fait espionner, comme vous dites, c'est assez rare quand même. Et l'environnement Mac, je le conseille aussi. Oui, il n'est pas hyper sécurisé, mais il est moins sensible aujourd'hui. Vraiment très peu sensible. On n'a jamais eu de problème pareil sur 40 machines renouvelées. Mais on a eu des virus, on a eu déjà... Et votre avis m'intéresse sur la gestion des mots de passe, le partage de mots de passe en équipe, comment une administration fait pour partager ses mots de passe, et quels sont vos retours là-dessus? Alors, la question, bien sûr, est intéressante. Alors, on est toujours... Quand on fait de la sécurité, on a deux règles qu'on applique. La première règle, c'est-à-dire au niveau de chaque collaborateur, se poser la question, pour exercer son activité, qu'est-ce qu'il a besoin de connaître comme information? Okay. Donc, on pourrait voir ça pour les mots de passe. Est-ce que tous les collaborateurs doivent avoir accès aux mots de passe, etc. Première question. La deuxième, c'est la règle du moindre privilège.
C'est-à-dire, contrairement à ce qu'offrent les systèmes aujourd'hui, tout est ouvert et c'est vous qui fermez, d'accord? C'est d'avoir un système complètement fermé et d'ouvrir les privilèges au fur et à mesure. Ça, une fois qu'on commence à appliquer ces deux règles-là, ça permet déjà aussi de caractériser et de catégoriser les collaborateurs. Après, sur les règles de mot de passe, en fonction de la sensibilité des applications, bien sûr, parce qu'attention, il faut qu'on revienne aussi sur quelque chose comme le problème de la protection acceptable, parce que ce que je citais en introduction, c'est que si ça devient trop complexe pour les collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, vous soulevez le sous-main et vous avez tous les mots de passe parce que on les a changés trop régulièrement. Si on les change aussi trop régulièrement et qu'on n'a pas mis une règle avec les homonymes, etc., vous avez un 2, 3, 4 le lundi, 4, 3, 2, 1 le mardi, et ainsi de suite. Donc c'est une véritable réflexion. Mais l'approche, je veux dire, bien sûr, il faut définir tout ça. Déjà dans l'organisation, est-ce que tout le monde doit avoir accès à ça? Il faut aussi se poser une problématique qui est un peu plus complexe, et là c'est pour ça qu'une PSSI est intéressante sur cette partie-là, c'est quand on a confiance, c'est toujours le problème qu'on a dans l'administration des systèmes, quand on a confiance en quelqu'un, comment j'arrive à le contrôler? Il faut mettre en place des systèmes de contrôle. Gardez toujours en mémoire, je vous dis que 30% des attaques, c'est des attaques internes, pour plein de bonnes raisons. Et ce n'est pas la science-fiction, hein, c'est ce qu'on a vu en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, comment je contrôle que mes collaborateurs en confiance ne vont pas avoir un usage pernicieux d'avoir accès à ces mots de passe. Parce que bien sûr, je vais accéder. Alors, bien sûr, la double authentification, c'est super intéressant. De plus en plus, d'ailleurs, vous voyez sur les banques maintenant, une double authentification presque dynamique, c'est-à-dire, voilà, même triple, voilà. Alors, je veux dire, après, à un moment, il faut arrêter, parce que derrière tout ça, je veux dire, on rajoute la complexité des choses. Mais c'est surtout, il faut faire attention au niveau organisation, c'est comment j'arrive à contrôler, je veux dire que les gens, bien les opérations dans le bon sens, ils n'en font pas trop, pas des choses qui pourraient sortir du cadre de mon entreprise. Donc ça, c'est très difficile à mettre en œuvre. Hein. Donc c'est souvent ce qu'on fait pour contrôler les collaborateurs, c'est ce qu'on appelle de la journalisation. Hein. C'est ce qu'on a repris sur les bateaux, en fait. Un bateau, vous avez un document qui est super important quand vous avez la gendarmerie maritime qui monte à bord d'un bateau, il demande les papiers et il demande surtout le journal de bord. Le journal de bord d'un navire, vous notez tout ce qui se passe. Et dans une salle informatique, dans un contexte informatique, il faut faire exactement pareil. Quand les gens vont avoir accès, alors bien sûr, noter les choses importantes, quand les gens vont avoir accès notamment à ces mots de passe, etc., dire voilà, un tel a accédé au mot de passe. Ce qui vous permet de vérifier, globalement, vous voyez, c'est pas technique, hein, c'est un cahier ou c'est un fichier Excel. Alors bien sûr, qu'on va protéger, pas qu'il puisse être modifié, mais oui, il doit avoir accès au mot de passe 2 fois ou 3 fois par jour. Hein, je veux dire n'importe quoi. OK. Là, 8 fois par jour, il accède au mot de passe. Pourquoi? Et s'il n'arrive pas à s'expliquer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Hein, la journalisation sur l'activité des collaborateurs. Il faut un suivi. Qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que font les gens sur le système? Pareil, quand vous faites des sauvegardes, je veux dire, on note, la sauvegarde a duré, normalement, on sauvegarde 10 terras et ça prend 2 heures. Là, on a sauvegardé 12 terras et ça a pris 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première chose qu'on fait, c'est la première chose que recommande l'ANSSI d'ailleurs, hein, sur les EIV, c'est de faire une journalisation des activités. En remontant justement les activités et voir à un moment qu'il y a eu un décalage sur des activités classiques d'administration. Ce décalage me laisse supposer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit, bien sûr, la personne explique en disant bah oui, je me suis planté, on a eu un effacement, c'est bien, ok, bon. J'ai une explication. Si je n'ai pas d'explication, ça m'alerte. Il faut toujours être capable, hein, moi ce que je dis souvent, confiance sans contrôle, c'est de l'inconscience. Merci. Merci beaucoup Didier Spella. Moi, ce que je retiens de votre intervention, effectivement, et c'était un peu le but de vous faire intervenir aujourd'hui, c'est à la fois que
La cybersécurité, c'est l'affaire de chacun et pas uniquement de quelques techniciens, mais il faut que tous les collaborateurs, tous les managers soient sensibilisés à cette question parce que on est tous à même de faire des erreurs et on a tous à apprendre. Je retiens aussi beaucoup cette métaphore autour du travail des pompiers. Moi, je pensais au travail de la formation au premier secours. C'est à la fois effectivement être informé en amont, connaître les réflexes, et puis ensuite savoir comment réagir et surtout comment se tourner vers les personnes qui sont justement formées pour réagir. Ne vous inquiétez pas, on vous enverra la présentation avec l'ensemble des liens qui peuvent vous être utiles. Et puis, on vous tiendra tous informés, et plus largement tous les partenaires du CRT, quand ce réseau avec ces centres d'appel, ces centres de ressources C'est sera pour le déployé. deuxième semestre, hein, normalement. Là, on est en train de mettre en place le campus cyber. Là, ça devrait être octobre-novembre. Et puis, le centre de ressources senior, là, c'est imminent. Là. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous pour remercie. ces éclairages.